Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Je suis Véronique Aloua du département commercial international au siège en Espagne. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les logiciels pour les éléments de soutènement. Donc, ce sera pour les murs de soutènement et les écrans de soutènement aussi. Je suis accompagnée de notre collaborateur, Monsieur Morillas. Bonjour. Bonjour Véronique. Et du général manager de CIP France, Monsieur Menez. Bonjour. Bonjour Véronica, bonjour Agustin. Bonjour. Eh bien, voilà, vous dire que comme d'habitude, nous allons enregistrer cette présentation. Pour ceux qui souhaitent recevoir l'enregistrement, vous pouvez m'envoyer un mail sur veronica.aloa@cip.com. Je vais le mettre tout de suite sur le chat. Et je profite pour annoncer une bonne nouvelle. Pour les participants de ce webinaire aujourd'hui, nous allons avoir un geste commercial de 30% pour tout achat de ce logiciel-là. D'accord? Bon, eh bien voilà, je ne perds pas plus de temps et je passe la parole à Monsieur Morillas qui va commencer avec la présentation. Merci Véronique. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis chargé de vous présenter deux programmes. Le premier va vous permettre de... Alors, j'enlève les caméras peut-être, puisque Yves l'a Oui, on enlevé. enlève les caméras et comme ça, l'écran devient plus grand. Je vais donc vous présenter deux programmes. Le premier va vous permettre de calculer des murs en console et le deuxième va vous permettre de calculer des écrans. Alors, je commence tout de suite par celui qui est le Strobim Cantilever Walls. Et je vous propose de le voir à travers un cas réel qui est celui-ci. Vous voyez qu'ici, il s'agissait en fait d'un lotissement de pavillons et un des pavillons présente cette configuration. Donc ça saute à la vue. Ce sol ne demande qu'à s'effriter petit à petit et mettre en péril la construction qui est en train de se réaliser derrière, à tel point que les plots de la barrière sont déjà visibles. Alors le programme va vous permettre de calculer les poussées des terres, d'obtenir la géométrie et les armatures aussi bien de la semelle que du mur, que vous allez postérieurement bétonner, et vous obtiendrez ceci. Alors ici, il y a une partie en pierre pour embellir ce mur assez froid en béton, mais le programme va vous permettre de le calculer. Donc voilà. Et sans perdre une seconde, j'ouvre tout de suite le programme Strobim Cantilever Walls. Le programme va me proposer un assistant pour les cas les plus fréquents, c'est-à-dire soit une semelle filante, j'ai un mur sur une semelle filante, c'est ce que je vais utiliser, soit une semelle sur pieux. Si vous ne voulez pas utiliser d'assistant, c'est le module le plus ancien, ça veut dire c'est un peu plus fastidieux, mais on arrivera au même point, sauf que les assistants, avec quelques questions très précises, vont vous permettre d'obtenir très vite la géométrie. Donc, je vais prendre une semelle filante et apparaît une fenêtre qui va me guider peu à peu. Alors, le premier pas va être de déclarer la géométrie. Vous avez une vue schématique qui va vous permettre de comprendre ce que vous êtes en train de réaliser. Le mur a une hauteur ici que je vais déclarer de 4,50 m. Alors, le mur, c'est évidemment depuis sa base sur la semelle jusqu'à son couronnement. L'épaisseur peut être constante ou variable. À ce moment-là, je pourrais jouer avec son arase. Je vais prendre ici une hauteur constante. Il faudrait également que je déclare la géométrie de la semelle. Alors, vous voyez qu'ici, je peux choisir sans talon, avec talon ou avec les deux. Que je choisisse sans talon ou sans patin, eh bien, à chaque fois, je pourrais présenter un débord constructif car je ne suis pas obligé de bétonner contre le terrain et je peux avoir un coffrage perdu. Et donc, il va falloir qu'il appuie sur une partie de la semelle en débord. Ce débord est vraiment minimum. Il n'aura
vraiment aucune influence sur les résultats du calcul. Par contre, ici, ce que vous allez déclarer aura une importance cruciale pour la suite, puisque si vous souhaitez ne pas travailler avec un talon, vous allez forcément perdre cette partie que je signale maintenant avec le curseur, cette partie du mur, et vous allez perdre tout l'aspect stabilisateur du poids des terres. Par contre, si vous choisissez sans patin, vous aurez certes le poids des terres sur la semelle, mais pour tout ce qui est vérification au renversement, vous aurez par ici, là où j'ai le curseur, un point autour duquel va vouloir tourner votre mur, va vouloir se renverser. Et donc, les choix que vous allez faire ici sont vraiment très importants. Moi, je vais prendre avec patin et talon. Bien. Une fois que j'ai fait ça, on me demande de préciser le terrain. Alors, le terrain, pour l'instant, je ne peux déclarer qu'une seule strate à travers les intitulés que vous voyez ici. Cette strate, je pourrais plus tard l'éditer et vraiment comprendre ce qui se cache à travers sable lâche ou limon ou argile dure, ce qui se cache au niveau des paramètres de calcul. Pour l'instant, je vais juste déclarer sable lâche et après je préciserai autant de strates que le géotechnicien me demande. Il va falloir aussi que je précise le terrain au niveau de la semelle superficielle. Alors, je vais laisser 2 kg par centimètre carré, c'est raisonnable, au niveau de la contrainte admissible. Je peux également préciser l'épaisseur du remblai, c'est-à-dire la valeur R que j'ai ici sur la vue schématique. Je vais le laisser à 30, pourquoi pas. Et il y a un paramètre qui est important, qui est le glissement empêché. Alors, si vous l'activez, cela voudra dire que les vérifications au glissement ne se feront pas. Parce que, comme concepteur, vous avez modélisé ou vous voulez construire sur un chantier un mur qui présentera un glissement nul. Par exemple, il est possible que cette partie de la semelle vienne taper sur un pavillon ou un petit bâtiment que vous ayez juste à côté et qu'il vienne au niveau du plancher. Là, on peut considérer que le glissement du mur est totalement empêché. Donc, si vous voulez le projeter comme ça sur votre calcul, alors activez le petit OK. Et sinon, là, je vais le désactiver pour que ça fasse plus de précision et plus de richesse pour la présentation. Maintenant, je vais déclarer les charges. Alors, ce sont les charges qui sont ici représentées. Après, tout ceci est modifiable et je peux en rajouter autant que je souhaite. Alors, soit c'est sans charge, soit un trafic léger, c'est-à-dire 400 kg par mètre carré, soit un trafic lourd, c'est-à-dire 1 tonne par mètre carré. Donc moi, je vais prendre un trafic léger puisque sur la photo, nous avions vu que le pavillon derrière était un peu éloigné de la barrière limitrophe et je peux considérer qu'ici, un jour, il y aura peut-être des voitures stationnées. Bien, l'assistant est terminé. Le programme me présente tous les choix que j'ai faits à travers cette page que je peux imprimer. C'est très pratique. J'accepte. Alors, vous pourriez vous lier au BIM Server Center. Je ne vais pas le faire, je vais travailler en indépendance, mais cela pourrait avoir un intérêt si vous souhaitez exporter après ce chantier dans un ouvrage plus vaste qui, par exemple, pourrait venir de CP Architecture. Et là, vous auriez ce travail de Cantilever Works apparaître dans les programmes de l'écosystème de CP Ingénieur. Donc voilà, le programme me propose ce mur grâce au renseignement de l'assistant. Alors, je vais juste présenter une autre image. Alors, le prédimensionnement que fait le mur, que fait le programme est le suivant. Par défaut, lorsque vous installez le programme, les semelles vont être flexibles. Ça peut se paramétrer, mais par défaut, à l'installation, elles seront
flexible et les différentes valeurs que vous allez obtenir viennent de ce prédimensionnement que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire le mur sera la valeur supérieure entre 20 cm et 10% de la hauteur. L'épaisseur de la semelle, ce sera la valeur supérieure entre 0,5 m et 33% du débord. Et pour le patin et les talons, ce sera la même chose. Ça sera la valeur supérieure entre 1 mètre et 30% de la hauteur. Alors après, il y a les arrondis. Si vous tombez sur 78 cm, le programme ne vous donnera pas 78. Il vous donnera 80, 85. Enfin, après, il y a des histoires d'arrondis. Mais dans les grandes lignes, voilà le prédimensionnement qui est en fait celui que vous avez ici. Alors, le programme se divise en plusieurs parties. Vous voyez dans la partie inférieure, là où j'ai le curseur, deux onglets. Alors, la première va être pour introduire toutes les données et calculer. Et la deuxième, où il y a marqué armature, va vous permettre de modifier ou tout simplement de connaître l'armature qu'il vous propose. Alors, nous irons dans quelques instants quand le mur sera calculé. Le programme présente aussi tout un ensemble d'icônes dans sa partie supérieure et il s'agit en fait d'aller les visiter une par une pour personnaliser le mur que vous avez à l'écran et qui vient de l'assistant. Alors, le premier est typologie. Imaginez que au début vous commenciez à calculer un mur et que votre optimisme fasse que vous considérez que le sol va être bon. Puis le géotechnicien arrive et le sol est vraiment très mauvais et il faut passer sur pieux. Bon, il suffit tout simplement ici de changer la typologie et vous avez un mur sur pieux. Le travail n'est pas perdu, il faudra certes l'adapter, mais tout ce qui est déclaration du sol, des charges et autres, vous pouvez le conserver. Bien, moi je vais continuer avec un mur sur semelle filante. Après, les matériaux, je vais pouvoir déclarer le type de béton. Alors, je vais prendre un C30. Les aciers, vous voyez qu'ici, je peux choisir un S500 et je peux également déclarer l'ouverture maximale de fissure. Alors, je peux soit le faire directement à travers une valeur numérique, car cette ouverture va dépendre directement de la classe d'exposition. Alors, soit la norme ne m'oblige à aucune ouverture maximale et donc cela dépend du concepteur d'en prendre une ou pas et le programme est ouvert, soit vous prenez par exemple ce que je vais faire ici, une corrosion provoquée par la carbonatation de type XC2 et là vous voyez que l'ouverture maximale là n'est plus changeable, elle vient de la norme et le programme s'ajuste. Donc en fait, vous choisissez la classe d'exposition, la désignation et le programme ajuste son ouverture maximale de fissure. Un autre thème très important, c'est celui des enrobages. Ici, vous pourrez paramétrer vos enrobages et également la dimension maximale des granulats. Aussi bien l'enrobage que la dimension des granulats vont avoir une influence sur la séparation des barres. Bien, une fois que ceci est réglé, on va à l'icône suivante, données générales. Alors ici, je peux très bien changer la hauteur du mur. Bon, d'accord. Je peux également changer son arase si je souhaitais. Et par contre, il y a deux nouveaux paramètres qui sont la longueur du mur vue en plan. Alors, ce paramètre n'a aucune influence dans l'armature, puisque moi j'ai une vue transversale de mon mur. Par contre, il va avoir une influence dans le métré. Dans le métré, là, évidemment, si je mets un mur de 5 mètres, ça sera pareil que si je mets un mur qui vient ici par défaut de 10 mètres. Et il y aura aussi une influence lorsque vous allez basculer tout ce travail dans un IFC ou sur un programme plus vaste de type CP architecture. En mettant la longueur exacte, vous aurez exporté un mur tel que vous allez le construire. Avec joint de retrait. Alors, ceci est important dans le sens où si j'active cette option, je pourrais jouer sur le ratio géométrique horizontal minimum, puisque la norme me permet de réduire son pourcentage
Alors, c'est du pour 1000. Et je crois me souvenir que ça va du 4 à 2 pour 1000. On peut le réduire. Donc, ici, je vais laisser un joint de retrait tous les 5 mètres. J'accepte. Puis, je vais à l'onglet suivant, Action. Et là, je peux déclarer, si je suis sur une zone sismique, et déclarer donc l'accélération avec le pourcentage de surcharge à considérer, puisque le jour du tremblement de terre, je peux considérer que 100% de mes charges ne soient pas présentes, un peu comme ce qui se passe dans les constructions normales de bâtiments. Et je peux également présenter comment doivent être traitées les poussées aussi bien à l'arrière qu'à l'avant. Bien, alors ici, je vais enlever l'aspect sismique. Une fois que j'ai traité tous les thèmes d'ouvrage, il va falloir que je me préoccupe du terrain, puisque ici, vous voyez que je n'ai qu'une seule strate. Alors, avant d'en déclarer, je vais quand même aller dans les données générales. Alors, code du terrain, par défaut, vient 00. C'est tout simplement la valeur que vous avez ici, là où je signale avec le curseur. Si vous mettez une autre valeur, eh bien, cette valeur apparaîtra et tout sera référencé à la valeur que vous choisissez. Profondeur de la côte, pardon, profondeur de la roche. Alors, je vais mettre ici 7 mètres. Alors, vous voyez que je vais être en dessous de mon mur. Je pourrais le faire de telle façon que la semelle soit ancrée dans la roche. Il faut prendre conscience que là où vous déclarez une profondeur de roche, vous annulez les poussées. La roche n'est pas du tout météorisée et elle ne présente aucune poussée sur votre ouvrage. Alors, je vais accepter et voilà ma roche. Alors, je reviens. Alors là, je vais faire des va-et-vient pour que vous voyez l'impact de ce que je fais immédiatement. Alors, l'angle du talus et la distance du talus. Alors, c'est plus visible. Alors, je vais prendre 40 degrés et je vais prendre ici 2 mètres. Alors, c'est pour créer cette situation, en fait. J'ai 2 mètres horizontaux et après, j'ai un talus que j'ai créé à 40 degrés. Les charges que j'ai représentées dessus et qui viennent de l'assistant, forcément, suivent le mouvement du terrain. Bien, on continue. Je peux déclarer une profondeur de nappe phréatique. Alors ici, je vais la mettre à 6 mètres. Alors la voilà. Alors la nappe phréatique, je l'ai mis en dessous exprès parce que je vais faire un peu plus tard, dans quelques minutes, une deuxième phase de construction où je vais tenir en compte un point haut des eaux pour simuler justement le fait que la nappe phréatique peut fluctuer. Mais là, disons que je considère qu'elle est à un état normal, à moins 6 mètres, et voilà. Par contre, si je voulais la faire fluctuer, de toute façon, il faut que je la présente. Je ne peux pas faire fluctuer une nappe phréatique sans l'avoir présentée avant. Donc, c'est le pas à réaliser. Après, je peux considérer le frottement terrain-mur. Alors ça, ce sont des données qui viennent du géotechnicien. Si vous laissez 0, vous êtes du côté de la sécurité. Alors, un thème qui est très intéressant et qui sûrement va donner quelques questions à la fin de la présentation, c'est l'évacuation par drainage. Alors, le 100% veut dire que 100% de mon drainage fonctionne. Ça veut dire que je vais annuler toutes les poussées des eaux interstitielles. Si j'ai un niveau phréatique, là, je ne l'annule pas. Le drainage n'est pas réfléchi pour substituer un pompage. Le drainage est fait pour récupérer les eaux pluviales interstitielles à mon terrain, aussi bien à travers un tube ici en pied de mur avec un géodrain, soit à travers des barbacanes. Mais si je mets 100%, ça veut dire que mon drainage fonctionne parfaitement. L'autre cas extrême serait de mettre un drainage à 0%. Cela voudrait dire qu'il est complètement bouché et que toute l'eau des pluies va se transformer en une poussée hydrostatique. Alors là, c'est vraiment un choix du concepteur. Moi, je vais prendre la valeur de 100%, puisque de toute façon, après, je vais faire monter mon niveau phréatique. Après, j'ai une histoire avec les butées ou les poussées passives. Alors, le pourcentage de butées, il est très intéressant pour un concepteur de tenir en compte la butée.
parce que là où j'ai une butée à l'avant, je suis presque certain d'annuler toutes les poussées qui viennent à l'arrière dans cette zone. Sauf que pour mobiliser une butée, il faut vraiment qu'il y ait une poussée à l'arrière très importante. Et donc, il est normal de ne pas considérer toute la butée et le concepteur peut jouer avec ce paramètre. Un autre thème très important aussi, c'est la profondeur de mobilisation de la poussée passive. Alors forcément, à l'avant du mur, ici, par défaut, vient 30 cm. Alors, il est normal que dans cette partie du mur vont se promener ou vont travailler des ouvriers. Il est possible qu'il y ait des engins lourds, voire même chenillés, et le terrain peut être complètement altéré et on peut considérer que à partir de 30 cm, la poussée active va être réaliste, mais au-dessus de 30 cm, le terrain est complètement abîmé et c'est juste pas du tout mobilisable pour une poussée passive. Mais je répète, ça dépend vraiment du concepteur. La contrainte admissible peut être modifiée ici, et un paramètre qui est très intéressant, surtout que lorsque vous vérifiez le mur au glissement, c'est le frottement terrain-béton, c'est-à-dire le frottement qu'il y a ici au niveau de la semelle. Par défaut, c'est 0,60. En fait, il faudrait prendre la tangente de l'angle de frottement interne du terrain sous la semelle. Alors là, ça dépend du géotechnicien, je laisserai 0,60. J'accepte. Bien, une fois que tout ceci a été passé en revue, je vais d'abord, avant de créer plus de strates, je vais d'abord voir ce qu'il m'a fait. Alors, je vais éditer cette strate et vous voyez qu'ici, il y a un sable lâche. J'ai les données que je peux changer et ajuster au géotechnicien. Si je souhaite savoir ce que signifiait toute cette liste de sols que me présentait avant le programme, eh bien, je l'ai là. Vous voyez ici que le sable dense a ses propres valeurs, le sable semi-dense également. Bien. Alors ici, je vais laisser le sable lâche. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle strate. Et je vais considérer ici un sable semi-dense, par exemple, que je vais appeler. Voilà. Et je vais l'emmener jusqu'à 1 mètre. Parfait. Donc ici, j'ai mon sable lâche et ici, j'ai mon sable semi-dense. Je vais en créer une autre que je vais emmener jusqu'à 3 mètres, enfin à partir de 3 mètres. Et je vais dire que c'est une argile semi-dure, pourquoi pas. Alors, voulez-vous adapter les valeurs sélectionnées de l'argile dure? Oui. Ou semi-dure, je crois que j'avais dit. Parfait. Et voilà. Là, j'ai mes 3 strates, j'ai mon niveau phréatique et j'ai ma roche en dessous. Parfait. Donc, il y a d'autres options qui permettent d'agiliser le travail. Par exemple, je peux effacer une strate si je me suis trompé. Je peux copier une strate pour aller plus vite si j'ai une alternance de plusieurs fois la même strate, hein, un peu comme un millefeuille. Et j'ai aussi des options qui sont plus esthétiques, mais comme tout ceci peut s'imprimer, vous pourriez très bien définir, par exemple, pour la strate que je viens de cliquer, le motif. Vous pourriez également choisir sa couleur et ainsi personnaliser. Bien, une fois que j'ai fait tout ceci, je vais parler du mur. Alors, je vais d'abord éditer pour voir ce qu'il m'a fait et je vais parler d'abord de la semelle. Alors, la semelle, je pourrais changer les dimensions qu'il me propose. Cela peut avoir un sens, peut-être pas tout de suite. Le mur n'est pas calculé, c'est un prédimensionnement. Il est très vraisemblable que ça va changer. Je pourrais très bien revenir plus tard après pour changer la géométrie de la semelle si je considère par exemple qu'il faut installer une bêche. Mais a priori, comme ça, je vais la laisser telle que le prédimensionnement me le propose. Mais sachez que vous pourriez très bien, si par exemple vous aviez à recalculer un mur existant, introduire déjà dès le début
les valeurs qui sont celles qui correspondent à votre chantier. Alors au niveau du mur, ici vous voyez que je peux sélectionner le mur en entier. Comme j'ai choisi un mur d'épaisseur constante, eh bien il me propose 45 cm, c'est-à-dire, si je me souviens bien, c'est bien les 10% de la hauteur du mur. Mais ce qui est intéressant, c'est que je pourrais diviser le mur en tronçons. Alors ici, je vais faire nouveau tronçon et je vais dire que j'ai un tronçon à 2 mètres et en fait, j'ai un mur à 45. Voilà. Vous allez me dire, il s'est absolument rien passé, sauf que maintenant, je pourrais très bien éditer des parties du mur complètement séparément les unes des autres et affiner ce que je souhaite faire. Par exemple, ici, je pourrais très bien éditer cette partie, ce tronçon supérieur, et dire que je commence certes à 45 cm d'épaisseur, mais je finis par exemple à 25. Et là, je pourrais faire un mur à géométrie variable. Je pourrais aussi faire un mur de type escalier. Si par exemple ici, je mets 25. Et tout ça aura une influence évidemment sur les armatures, mais ici, je peux personnaliser la géométrie. Alors, je reviens en arrière. Bien. Ce qui me reste à faire maintenant, c'est à jouer un peu avec la nappe phréatique. Alors, vous voyez dans la partie inférieure droite de l'écran, il y a marqué phase. Alors, le programme, si je vais à sélection de phase, a créé une seule phase qui est celle que vous voyez à l'écran. Alors, moi, je vais en créer deux. Je vais appeler ici la phase 1, puis je vais créer ici la phase 2. Et ici, je suis phase 1, ça se voit ici en bas à droite. Et si je change de phase, je suis dans la phase 2. Alors vous allez me dire, il ne s'est rien passé. C'est vrai, j'ai juste copié la phase telle qu'elle était déjà existante. Mais cela va me permettre dans la phase 2 de pouvoir jouer avec le niveau phréatique. Et ici, par exemple, je vais le monter de 3 mètres. Donc j'ai un niveau phréatique qui est monté et je vais recommencer à l'avant également. Alors ici, j'ai 6, 4,5, donc c'est 1,5. Voilà. Donc le programme va tenir en compte cette première phase et si je considère nécessaire, je peux créer autant de phases que je souhaite. Alors évidemment, quelqu'un pourrait me dire, après tout, je n'ai qu'à présenter déjà comme unique phase de calcul la phase la plus sévère pour mon mur. C'est vrai, vous avez raison. Ici, je l'ai fait dans un sens de présentation du programme, mais aussi c'est un intérêt au niveau du calcul, c'est que en décortiquant les phases, je peux quand même mieux comprendre comment les calculs se font, surtout si le mur pose un problème à une vérification. Je pourrais décider s'il me faut une benne ou pas, ou passer en semelle rigide, par exemple. Bon, après, c'est le concepteur. Bien, je reviens à ma phase initiale. Au niveau des phases, je pourrais également incrémenter les charges. Alors ici, je peux incrémenter les charges aussi bien permanentes que les surcharges en couronne, c'est-à-dire en tête de mur, mais je pourrais le faire aussi à une profondeur donnée. Alors, je vais le faire d'une façon assez simple pour que ce soit visible. Ici, je vais cliquer sur Ajouter. Donc, par exemple, je vais me mettre à 3 mètres. Ah oui, comme il s'agit d'une cote, les cotes sont négatives et les profondeurs peuvent être positives. Voilà. Et ici, pour que ce soit un peu lisible, donc j'ai pris des valeurs au hasard exprès très différenciées pour que ce soit compréhensible. J'accepte et vous voyez que le programme m'a mis en tête du mur les valeurs aussi bien horizontales que verticales que du moment que j'ai déclaré tout à l'heure. Et à la hauteur que j'ai précisée, eh bien les valeurs, si cela était nécessaire. Bien,
Alors, dans mon cas, ce ne l'est pas, donc je vais les enlever. Par contre, ce qui est nécessaire, c'est que je déclare de nouvelles charges, soit à l'avant, soit à l'arrière. Alors, je peux faire soit l'un, soit l'autre. La philosophie est la même. Je vais le mettre à l'arrière. Alors, je peux déclarer des charges ponctuelles, linéaires, en bande. Alors, chaque fois, on va me demander des précisions différentes, hein. Par exemple, si je vois linéaire, on me demande la valeur et la séparation du mur, à quelle distance du mur je suis. Ici, je vais prendre un type de charge en bande pour simuler la fondation qui viendrait perturber mon mur du bâtiment qui était juste à côté, du bâtiment mitoyen. Donc j'accepte. Et ici, je vais mettre, alors je suis en tonnes par mètre carré. Après, il faut que je précise une chose. Je suis en tonnes par mètre carré, donc je mets 15 tonnes par mètre carré, c'est-à-dire 1,5 kg par centimètre carré. C'est raisonnable. Une largeur de 1 mètre, pourquoi pas, c'est une semelle un peu banale, mais pourquoi pas après tout. Et une séparation de 4 mètres. Et si je la laisse à superficielle, alors la charge va apparaître à la cote 0,0. Par contre, moi, je vais décider de la mettre à une profondeur de 3 mètres. Et voilà. Donc ici, j'ai simulé la charge due à la semelle du bâtiment mitoyen qui viendrait perturber mon mur. Et comme je l'ai déclaré dans la phase 1, cette charge apparaîtra également dans la phase 2, là où le niveau phréatique risque de monter. Bien, une fois que j'ai fait tout ça, j'ai presque envie de dire que la géométrie est complètement définie et je peux passer au calcul. Donc, dimensionner tout. Toutes les conditions sont vérifiées. Souhaitez-vous voir la liste complète? Oui. Alors le programme, et j'ai presque envie de dire que c'est pour tous les programmes de CIP et ingénieur, va vous présenter une note de calcul qui est toujours basée sur la même philosophie. Alors vous avez une description ici du ferraillage, mais vous avez surtout le choix de la norme, ici les Eurocode 2, avec l'article sur lequel s'appuie ce calcul, cette vérification. Vous avez toujours la valeur maximale à ne pas atteindre et la valeur due à votre calcul. Puis vous avez ici l'état, c'est-à-dire conforme. Si vous aviez, alors je vais le créer, imaginez ici que je mette un enrobage de 7 au lieu de 7,5. Je demande à calculer, et là il me dit quelques conditions ne sont pas vérifiées. Voulez-vous voir la liste? Oui. Et là, alors c'est un peu comme les bulletins des élèves, on va voir ce qui n'est pas correct, ce qui ne passe pas la moyenne, et vous voyez ici, vous avez une partie rose saumon qui est très visible, et vous avez ici non conforme, et ce que vous devriez avoir et ce que vous avez par votre calcul. Alors là, il suffirait de recommencer l'opération, d'aller retoucher cet enrobage et de recalculer. Donc ça va assez vite. Voulez-vous voir les vérifications? Oui, parce que j'ai pas terminé ici. Parce que ce document que vous avez là, qui fait 4 pages, donc c'est une note de calcul qui est très précise et très exhaustive, peut être exporté et soit en format PDF, soit dans un format ouvert de type Word. Et là, vous pourriez le personnaliser en mettant les logos de votre bureau d'études ou tout simplement votre signature. Bien. Une fois que vous avez calculé ce mur, alors vous voyez que sa géométrie a complètement changé. Vous pourriez tout de suite aller voir les armatures. Mais avant, j'aimerais tout de même calculer le cercle de glissement parce que le programme va me le demander. Alors ici, en fait, le programme va prendre en compte la stabilité globale. Hop.
Ah. Ouais, je vais aller là. Bon, le programme va prendre en compte ici la stabilité globale du terrain et, euh, et du sol et va vérifier qu'il n'y ait pas une rupture au cisaillement du terrain à travers ici des arcs, mais qui sont en fait des plans circulaires, ce qui reviendrait en fait à réaliser la vérification du grand glissement où vous avez tout un pan du talus qui vient glisser autour du sol. Donc ici, alors j'aurais voulu vous montrer, je vais y aller tout doucement, mais un petit rectangle apparaîtra dans la partie supérieure où il y aura marqué conforme ou non conforme. Ah, ça va dépendre. Ah, commence à apparaître. Voilà, vous l'avez ici, conforme. Alors si c'était non conforme, là c'est vraiment le jeu du concepteur qui commence. Soit on agrandit la semelle, soit on met une bêche. Enfin là c'est le jeu de l'ingénieur. Mais vous pouvez faire la vérification au grand glissement. Bien, si vous voulez comprendre avec plus de finesse ce qui se passe dans votre mur et obtenir des résultats de calcul, vous pouvez aller sur l'icône résultat de la phase. Et ici, vous avez la possibilité de voir votre mur et les différentes courbes, aussi bien les diagrammes d'efforts normaux, les diagrammes d'efforts tranchants. Alors, vous voyez que chaque fois, ça change lorsqu'on change de strate. Ici, vraisemblablement, la cohésion vient interférer pour l'effort tranchant puisque je suis sur une verticale. Le moment fléchissant, je peux également voir le diagramme de poussée. Alors ici, je peux également voir la pression hydrostatique. Je crois que c'est le meilleur moyen de vous convaincre que le fait de prendre 100% d'évacuation en drainage fait que je n'ai aucune poussée hydrostatique due aux eaux interstitielles, puisque ma nappe phréatique est en dessous. Par contre, si je change de phase, là, vous voyez tout de suite que ma pression hydrostatique existe, malgré un drainage qui fonctionne à la perfection. Mais disons que là, c'est le moyen de comprendre ce que vous êtes en train de calculer. L'icône inférieure graphique des efforts présente exactement la même chose, mais avec un visuel différent, puisque ici, vous avez les différents diagrammes et les deux phases. Alors, je pourrais en enlever une et laisser l'autre, ou laisser les deux. Bon. Mais disons que les résultats sont les mêmes, c'est juste le visuel qui change. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, j'ai calculé mon mur passe au niveau de sa géométrie, du ferraillage, au niveau du grand renversement, eh bien, il ne me reste plus qu'à aller voir ce que me propose le programme au niveau des armatures. Et pour cela, il faudrait que j'aille à armature, à l'onglet inférieur armature, et vous avez ceci, une coupe transversale. Et vous pourriez très bien éditer ces aciers. Hein, chaque fois que celui-ci change de couleur et s'illumine, il est éditable. Et vous pourriez dire, par exemple, eh bien, ici, j'ai du Phi12 tous les 25 et ici du Phi12 tous les 15. Alors, je peux éditer et dire, je vais mettre tous les 25. Après tout, ça sera bien plus facile au niveau du ferraillage, puisqu'ils ne vont pas se tromper de côté. Quels que soient les changements que vous fassiez, il faudra vérifier. Ici, c'est juste un dessin AutoCAD, vous changez, mais le recalcul ou la vérification n'est pas automatique. Il faut que vous le forciez avec vérification. Et là, évidemment, si le programme me proposait tous les 15 et moi je force le passage avec tous les 25, évidemment, il va me dire que quelque chose ne va pas. Et effectivement, les ratios ne vont pas et vraisemblablement d'autres, voilà, vérification à la flexion, c'est pas conforme. Bien. Alors, je pourrais ici revenir et changer, mettre le 15. Mais je pourrais également recalculer mon mur, c'est-à-dire uniquement les armatures, et là, il va me reproposer le 15. Donc je pourrais ici modifier les paramètres que je crois être nécessaires. Par exemple, ici, je pourrais changer et passer à 16. Je vérifie. Ici, il me dit qu'il y a des choses qui ne vont pas, donc c'est surprenant
puisque si je passe de 12 à 16, ça devrait être bon. Par contre, je n'ai pas tenu en compte l'ancrage. La longueur de recouvrement ne peut pas être la même. Ici, on me propose 0,85 et par le calcul dû à un phi 12, j'avais 0,65. Donc, il suffirait de recliquer là, longueur de recouvrement, eh bien, je vais mettre 90 par exemple. Je vérifie et tout passe. C'est parfait. Ceci, une fois que vous êtes satisfait de tous les changements que vous avez réalisés à travers l'onglet armature, vous pourriez revenir ici et commencer à réfléchir à obtenir un récapitulatif de ce que vous avez fait. Donc c'est à travers l'icône supérieure qui est une imprimante. Alors, voulez-vous réaliser la stabilité globale? On peut la recommencer, c'est pas très grave. Bien, j'ai de façon très organisée la possibilité d'avoir un rapport. Alors ici, je vais tout laisser activer, mais vous pourriez choisir. Et je vais avoir ceci. C'est-à-dire, j'ai un rapport où je vais avoir de façon détaillée tous les choix que j'ai faits au niveau des normes, au niveau des actions, au niveau du terrain, le terrain que j'ai déclaré, les différentes strates que j'ai déclarées visuellement, puis les différentes phases. Là, vous voyez la phase où le niveau phréatique est en dessous, la phase où le niveau phréatique est au-dessus, et tous les calculs que fait avec toutes les justifications. Et à la fin, vous avez le métré. Exactement, vous l'avez ici. Bon, tout ceci est exportable à un format ouvert type Word, et de la même façon que tout à l'heure je l'ai dit, vous pouvez personnaliser ce document et le faire vôtre. Une fois que les rapports ont été obtenus, vous pourriez aller sur le plotter pour obtenir les plans. Alors, on me demande tout le temps de recalculer la vérification globale. Bon, si je l'ai fait, je peux dire non. Je vais sélectionner le plan. Alors ici, je peux choisir différents paramètres, aussi bien l'échelle que la taille des textes tels que vous voyez à l'écran. Alors, je vais accepter ce qui vient par défaut. Je peux choisir ici le périphérique, soit prendre DWG, soit DXF, soit un autre que vous avez, suivant ce que vous avez déclaré dans votre ordinateur. Alors moi, je vais le laisser en DWG, j'accepte, et voilà ce que me propose le programme. Vous avez une vue de la géométrie, une vue de l'armature, puis vous avez une sorte de métré sous forme de tableau où vous avez un descriptif des aciers. Ceci est exportable dans le format que j'ai dit tout à l'heure. Ici, moi, j'ai choisi DWG. Et une fois que vous êtes sur un programme de dessin type AutoCAD, ce document est vôtre et vous le gérez à votre guise. Vous pouvez intégrer ces dessins, enfin ces plans, dans d'autres plus vastes avec les détails que vous croyez nécessaires et mettre par exemple ici un cartouche et faire ces documents vôtres. Bien, au niveau du programme de Strubeam Cantilever Walls, le tour est fait. Nous sommes partis de l'assistant et nous avons pu calculer un mur en console. Bien. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de vous présenter le deuxième programme, c'est-à-dire un programme qui va permettre de calculer des écrans. Alors les écrans, je vais présenter ceci, parce que les écrans, c'est quand même autre chose, c'est du génie civil. Ça demande très souvent des entreprises qui ont un matériel lourd. Euh, donc ici, je vous ai mis une photo, enfin une image où je présente une benne dans le cas où le sol serait tendre. Dans la deuxième image, je vous ai mis une hydrofraise dans le cas où le terrain serait dur. Mais disons que l'intérêt pour cette présentation est de vous montrer ce que vous allez pouvoir obtenir avec le programme, déjà de façon très concise. Le programme va vous permettre d'obtenir une profondeur d'excavation
Vous pourrez contrôler les modules, c'est-à-dire le module de chaque passe. Ici, lorsque je vais creuser le premier module, le deuxième, le troisième, alors ça se fait en quinconce. Puis, une fois que vous avez la profondeur de votre écran, le programme va vous permettre d'obtenir une cage d'armature que vous allez après sur le chantier introduire dans l'excavation. Vous allez bétonner et le programme automatiquement va vous gérer toutes les phases. De la même façon que tout à l'heure, j'avais décidé de créer une phase, celle de la montée des eaux de la nappe phréatique. Ici, non. Ici, le programme va vous créer automatiquement toutes les phases. La première phase va être une excavation à une hauteur donnée. La deuxième phase va être un positionnement des butons pour tenir le mur avant la suite de l'excavation. Les phases suivantes, s'il est nécessaire, eh bien, il y aura autant de rangées de butons que le calcul ou le prédimensionnement l'estime, et jusqu'à obtenir une forêt de butons de ce type-là, jusqu'au fond de fouille. Et après, vous aurez les phases de reconstruction. Vous aurez ici les fondations, une phase pour les fondations, puis les différents butons qui vont disparaître parce que vous allez bétonner vos planchers et que les planchers feront office de points stabilisateurs. Voilà ce que fait le programme. Alors, par défaut, j'allais l'oublier, le programme travaille à ciel ouvert. Vous pourriez très bien modifier ces phases, et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire, si par exemple vous ne voulez pas de buton et vous voulez un tirant. Si par exemple vous voulez travailler en taupe avec un plancher supérieur et venir excaver tranquillement avec un plancher au niveau de la cote 0. Mais tout ceci après est paramétrable. Donc, je vous propose tout de suite d'ouvrir le programme Strubim Embed Walls. Voilà. Alors, un nouveau programme que je vais appeler écran 1. Parfait. De la même façon, je pourrais choisir, le programme me guide vers un assistant que je pourrais ne pas accepter et comme ça, j'aurai la main dessus. C'est un peu plus fastidieux. Bon, pourquoi pas. Si vous avez un bâtiment où vous avez un ou deux sous-sols uniquement, c'est ce que je vais faire ici, eh bien, vous pourriez cliquer sur cet assistant qui, en quelques questions, en quelques renseignements, va tout de suite vous permettre d'obtenir une géométrie. Dans les cas où vous auriez plus de 2 sous-sols, alors il faudra choisir paroi moulée pour bâtiment. Bon, je vais choisir la troisième, 1 ou 2 sous-sols, et on en fera 2. J'accepte. Et vous voyez que l'assistant, là, est différent, c'est normal. Mais il va falloir que je renseigne des précisions sur le bâtiment que je vais construire. Alors, la hauteur libre du sous-sol supérieur H1 et H2, ce sont ces deux hauteurs. Alors, avec ce renseignement, le programme va estimer une profondeur d'excavation. Plus cette hauteur sera grande, plus l'excavation sera profonde, logiquement. Distance entre appuis, L, c'est-à-dire cette distance-là, avec cette longueur qui représente en fait la distance entre l'écran et la première rangée des appuis, vous allez obtenir une descente de charge. Le programme, avec cette distance et après avec le nombre de niveaux hors sol que je suis en train de marquer ici avec le curseur, que je vais laisser à 3, va pouvoir estimer une descente de charge de ce qu'il y a en superstructure. Et avec ça, il va l'appliquer en tête de l'écran. Vous pourriez ne pas faire ainsi, c'est-à-dire vous pourriez très bien considérer que le bâtiment n'appuie pas sur votre écran. Imaginez que vous avez un écran ici et que juste derrière, vous avez une rangée d'appuis. En fait, l'écran ne recevrait que la poussée des terres et les appuis intérieurs qui seraient
j'imagine bien collé à l'écran, eux recevraient la descente de charge. Bon, ben à ce moment-là, l'écran, enfin le bâtiment n'appuie pas sur l'écran. Alors moi, je vais faire en sorte qu'il appuie dessus. Alors, le type de fondation. Vous avez en réalité deux types, même si vous avez trois possibilités, dans le sens, enfin quand je dis que vous en avez deux, c'est au niveau du calcul. Le radier et isolé avec dallage connecté présente un point commun, c'est le fait que le radier forcément va être connecté, c'est la définition même du radier. Donc en fait, vous allez avoir sur le point de contact entre l'écran et la fondation un point dur, un point qui va empêcher tous les déplacements horizontaux. Je pourrais ne pas en tenir compte si j'ai un simple plancher, un simple dallage, pardon, qui n'est pas connecté. Alors, il y a quand même une différence entre un dallage et un radier. Cela va permettre aussi d'estimer la hauteur de votre écran, la longueur de votre écran, puisque un radier, le programme par défaut va considérer que c'est 60 cm d'épaisseur, tandis que le dallage, il va considérer que c'est 30 cm. Bien. Alors moi, je vais prendre radier, pourquoi pas. J'accepte. Donc, je laisse par défaut toutes les valeurs. Ici, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je donne priorité surtout à ce que signifie chaque valeur, plus que la valeur elle-même. La deuxième partie, il va falloir que je précise les bâtiments mitoyens. Alors, soit je n'ai aucun bâtiment mitoyen et c'est tout, soit j'ai un trafic léger et comme tout à l'heure, c'est 400 kg par mètre carré, soit j'ai un trafic lourd qui est 1 tonne. 1 tonne au mètre carré, parfait, mais je pourrais très bien avoir un bâtiment mitoyen. Alors là, il faudrait que je précise le nombre de niveaux totaux, puisque, non, c'est un nombre, donc c'est le nombre de niveaux total de mon bâtiment mitoyen. Ici, je vais laisser 3 et je dois préciser également la profondeur du terrain du plan de fondation, c'est-à-dire à quelle profondeur descendent mes fondations. La descente de charge va se faire sur la base de 0,90 tonnes par mètre carré, c'est-à-dire 900 kg le mètre carré, c'est tout à fait raisonnable. Tout ceci après est paramétrable, mais disons que aux états limites de service, c'est dans un prédimensionnement logique. Bien, une fois que j'ai fait ça, alors ici je vais laisser un bâtiment mitoyen, pourquoi pas. Une fois que j'ai fait ça, je peux déclarer ici 2 strates, alors avec la même liste que dans le programme Strobim Cantilever Walls. Vous voyez que ici je vais laisser sable lâche, mais après tout ceci est paramétrable. Et cette fois, il y a une petite différence, c'est que je peux directement ici créer une deuxième strate, ce qui est un peu logique puisque par nature, ce type d'élément est déjà profond et il est normal que on passe de strates. Donc ici, je vais laisser par exemple un argile dur à 3 mètres, c'est tout à fait correct. Donc ça veut dire qu'à partir de 3 mètres, j'aurai un argile dur et au-dessus, j'aurai un sable lâche. Je vais déclarer une profondeur de roche, par exemple à 8 mètres. Alors ici, la profondeur de roche, comme tout à l'heure, là où il y aura une roche, il n'y aura pas de poussée. Par contre, si vous touchez la roche avec le pied de votre écran, tous les déplacements verticaux horizontaux seront bloqués. Vous n'aurez pas de déplacement en pied, puisque vous êtes sur la roche. Le niveau de la nappe phréatique, pareil. Je peux très bien la déclarer et après la faire fluctuer. Donc, je vais la laisser à 6 mètres, pourquoi pas. Et j'accepte. Alors, le programme va me proposer ici un résumé des choix que j'ai fait à travers l'assistant. Comme tout à l'heure, je peux l'imprimer et c'est pratique. De la même façon,
Je pourrais travailler avec le BIM Server Center si je voudrais lier cet ouvrage à un contexte plus général, par exemple venant de CP Architecture. Et voilà ce que j'ai. Donc, le programme à travers l'assistant m'a créé ceci. Vous voyez que l'aspect extérieur du programme est très ressemblant au précédent, c'est-à-dire j'ai deux onglets inférieurs pour entrée des données et armature à gauche. À droite, j'ai quelque chose qui est un petit peu nouveau, en tout cas un peu plus long, puisque j'ai les phases. Avant, j'avais juste phase 1, phase 2. Maintenant, j'ai un détail plus précis et c'est exactement ce qui fait un des attraits du programme. Mais j'y reviens tout de suite. La partie supérieure peut être, est adaptée au type d'ouvrage, c'est-à-dire à l'écran. Et il s'agit là aussi de passer en revue chacun d'eux. Alors, une chose que j'aurais peut-être pu présenter tout à l'heure aussi, puisqu'elle est commune, et je me doute qu'il y aura des questions à la fin, c'est sur la configuration. Ici, j'ai le globe terrestre et ici, je peux choisir la norme. Alors ici, j'ai norme. C'est exactement la même chose avec le Cantilever Walls. Alors, j'ai choisi l'Eurocode 2, mais je pourrais très bien choisir d'autres codes, les Américains, ou des codes entre guillemets personnalisés, c'est-à-dire en Bulgarie, l'Eurocode pour l'Espagne, l'Eurocode, je crois qu'il y a celui de la France également, voilà, l'Eurocode pour la France. Il y a même le BAEL. Alors, j'aurais pu, pour travailler avec le BAEL, si cette présentation est retransmise dans certains pays où encore l'habitude est de travailler avec, ça aurait été exactement pareil. Bien, un autre aspect qui est fondamental, et là ça dépend vraiment du concepteur, ce sont les unités. Alors, il y a des concepteurs qui aiment beaucoup travailler avec le système courant, entre guillemets, le système ancien, les mètres, les kilos et les secondes. C'est plus parlant, une tonne c'est parlant, un kilo c'est parlant, un centimètre carré, mais vous pourriez très bien travailler avec le système international, les mégajoules, les mégapascales. Ça c'est au goût du concepteur. Moi je vais le laisser avec le système ancien. Bien, je reviens aux icônes. Alors, la typologie, je pourrais soit choisir un écran de soutènement générique, c'est-à-dire je vais pouvoir calculer toutes les phases, toutes les poussées du terrain, mais je n'aurai aucune armature. Ça peut être un travail que je peux réaliser en amont et après décider avec d'autres concepteurs si je choisis par exemple une paroi moulée, mais je pourrais déjà choisir une paroi moulée déjà pour calculer l'écran. Je ne suis pas obligé de passer par l'étape écran de soutènement générique. Mais je pourrais directement choisir une paroi moulée, soit je pourrais choisir une paroi de pieux, soit je pourrais choisir un rideau de micro-pieux, soit je peux changer de monde et passer sur des pales planches métalliques qui viennent d'un catalogue de ArcelorMittal, soit sur des pales planches qui seraient génériques et après le concepteur irait choisir le fabricant de son choix. Alors je vais choisir les parois moulées, mais la philosophie et l'utilisation du programme serait exactement la même, quelle que soit ici la typologie que je choisisse. Bien, je vais sur le deuxième icône. Vous voyez que c'est exactement la même chose qu'avec le Cantilever Walls. Je vais choisir ici, par exemple, un béton de 30. Je vais choisir mes aciers. En précisant la classe d'exposition, je vais paramétrer mon ouverture maximale de fissure. Quelque chose qui est nouveau ici, c'est la limitation de la résistance caractéristique du béton, parce que certains codes, certaines recommandations de bon usage ou des règles de l'art demandent ou recommandent de limiter cette résistance. Alors je ne vais pas le faire, mais le programme permet de le faire. L'enrobage, ici je peux également jouer dessus également la dimension maximale du granulat. Ça, de la même façon que tout à l'heure, ça va venir
influencer sur la séparation des barres. Je vais pouvoir, avec l'icône suivante, jouer sur la hauteur du mur. Et quelque chose qui est nouveau, c'est l'épaisseur et la longueur du module. Alors ça, c'est une donnée qui est importante dans le sens où toute la machinerie qui est nécessaire pour faire cet écran dépend vraiment de l'entreprise. Et il faut que ce soit une entreprise qui ait les moyens de venir avec, par exemple, une hydrofraise. C'est pas forcément évident. Donc, ce sont des paramètres qui dépendent beaucoup des entreprises du coin, de la zone, en sachant que l'épaisseur, eh bien, c'est l'épaisseur des 45 cm et le module, c'est chaque passe, chaque tronçon d'excavation qui est ici 2,5 mètres. Mais ceci est paramétrable. Je continue, je vais aller aux actions. De la même façon que tout à l'heure, je peux présenter une analyse sismique. Et quelque chose qui est intéressant et fondamental, c'est le fait que je peux considérer des actions thermiques sur les butons. Les butons étant des éléments métalliques longs, élancés, il est normal que, suivant le gradient de température, vous ayez un buton qui vienne vous aider pour la poussée des terres, mais si ce buton commence à dilater, eh bien, il faut tenir en compte le fait qu'il puisse poinçonner votre écran. Et vous pourriez ainsi, ici, présenter les actions thermiques. Bien, une fois que tout ceci est fait, il va falloir que je passe à définir le terrain. Données générales, c'est très ressemblant à ce qu'il y avait avec le Cantilever Walls. Je peux changer le 0, 0 ici et mettre la cote qui m'intéresse, à partir de laquelle tout va être calculé. Par défaut, enfin non, parce que je l'ai choisi dans l'assistant, j'ai déclaré une roche à 8 mètres. Parfait, je pourrais la changer. Je pourrais changer, comme tout à l'heure, l'angle du talus et sa distance et obtenir ceci. Bon, pourquoi pas. Et je pourrais également ici préciser une autre profondeur pour le niveau phréatique. De toute façon, ça, après, si je veux le faire fluctuer, eh bien, il faudra que ce soit autre part. Et je peux également ici présenter des pourcentages de frottement terrain avec l'arrière et l'avant, de la même façon que sur le Cantilever Walls, mais sur ce programme, je n'avais qu'à l'arrière. Maintenant, il est normal que j'ai aussi bien à l'arrière et à l'avant, vu la profondeur de terrain que j'ai à l'avant. Donc ça, ce sont vraiment des données du géotechnicien. J'accepte. Je pourrais, de la même façon que tout à l'heure, alors je vais aller assez vite, éditer les strates. Là, j'ai édité l'argile dure. Je pourrais modifier ces valeurs suivant le géotechnicien, modifier également la profondeur si je me suis trompé. Je pourrais en créer autant que je veux avec le nouvelle strat et choisir soit des strates déjà prédéfinies, soit introduire celles que je souhaite. Et de la même façon ici, je peux soit effacer, soit copier si j'ai un millefeuille, soit mais également choisir aussi bien le motif que la couleur. Ça, c'est exactement pareil que tout à l'heure. Je pourrais très bien, par exemple, prendre ça et ici prendre quelques cailloux. Bon, tout ceci est une question de goût. Par contre, ce qui est intéressant, et là je vais m'y attarder un peu plus, c'est en regardant la partie inférieure droite de l'écran, vous voyez qu'il y a marqué excavation jusqu'à la côte. Bien, si je vais dans la partie supérieure où il y a marqué sélection de phase, vous voyez que le programme a créé lui tout seul toutes ces phases. Excavation jusqu'à 2,80 m, mise en place d'un buton. Alors c'est vrai que je ne le vois pas encore. Bon, je vous le montre tout de suite. Puis une excavation jusqu'à -5,90, puis la construction du plancher type radier et les différentes phases jusqu'à la phase de service. Bien, si je veux voir qu'est-ce qu'il a fait, il suffit de les passer en revue avec suivant. Voilà, ça c'est la deuxième phase qu'il m'a créée. Il a mis un point dur, c'est-à-dire un buton. Puis il a continué à excaver, puis il a mis un radier,
Puis, il a supprimé le buton parce que je vais bétonner un plancher. Puis, il a mis le plancher de la cote 0 et il a procédé à une mise en service avec les déclarations que j'ai faites à travers l'assistant et le nombre d'étages que j'avais avec les différentes portées. Bien. Donc, je reviens en arrière parce que ce qui est possible, c'est que vous ne souhaitiez pas travailler avec un buton, que vous souhaitiez ici avoir par exemple, un tyran. Ou ce que je vous ai dit tout à l'heure. Imaginez que, en fait, ici, vous n'alliez pas faire ça. Vous alliez, avant même d'escaver quoi que ce soit, vous allez bétonner votre premier plancher, c'est-à-dire le plancher 0,0, et travailler en taupe. Bon, tout ceci est gérable. Il suffit simplement de créer les différentes phases. Alors, moi, je vais en modifier une. Je vais supprimer le buton pour créer ici un tyran. Alors, je vais aller dans la liste, puis je vais changer son nom. Et par exemple, si je suis à 2,80, je vais peut-être le mettre à 2,40. D'accord, j'accepte. Bon, la seule chose qu'il a fait en fait, c'est changer le nom qui est visible dans la partie inférieure droite. Mais comme je n'ai rien fait d'autre, le buton est toujours là. Je vais aller à nouvel ancrage passif. Je pourrais très bien mettre un ancrage actif ou, comme je vous ai dit tout à l'heure, déclarer un plancher. La philosophie est la même. Ici, je vais rentrer un ancrage passif de type temporaire. Il sera mis en place dans la phase que je viens de déclarer et il sera enlevé lorsque je vais faire le premier plancher, c'est-à-dire le radier. Parfait. Et il va être à la cote moins 2,4, j'ai dit. Parfait. Alors, mon tyran est là avec le buton. Alors, le buton étant trop, donc je vais effacer l'élément d'appui. Êtes-vous sûr? Oui. Et voilà. Et si je passe en revue les différentes phases, j'ai la première, l'excavation initiale, j'ai mon tyran, j'ai ma deuxième excavation, j'ai mon radier. Le tyran disparaît parce que j'ai mon plancher, logiquement, et voilà, jusqu'à la mise en charge. Bien. Ce que je peux faire également, c'est une fois que j'ai laissé les phases comme je le souhaite, c'est continuer à déclarer les phases à travers, par exemple, un incrément de charge. Ici, je pourrais, comme tout à l'heure, déclarer en couronne de mon écran les charges qui viendraient apparaître dans cette partie supérieure, mais également déclarer des charges à des cotes données, parce qu'il se trouve que c'est ce que j'ai sur le chantier, il faudrait que je les mette. Donc ici, vous en avez la possibilité. Je pourrais également ici changer, enfin éditer ou rentrer différentes charges. Alors ici, je vais éditer cette charge et par exemple changer cette valeur si vous considérez que la valeur qui vient de votre assistant n'est pas celle que vous souhaitez. Vous pourriez ici également... Ah, c'était ça que je cherchais en fait. Je cherchais ici nouvelle charge parce que ici, je pourrais de la même façon qu'avec le programme Cantilever Walls, venir déclarer autant de charges que je crois être nécessaires. Pas simplement éditer, mais également créer et affiner tout ce qui vient à l'arrière ou à l'avant du mur. Bien. Un thème important est la variation du niveau phréatique. Alors pour cela, je vais me mettre par exemple ici. Non. Je vais me mettre ici. Alors je peux aller à niveau phréatique et ici je vais pouvoir apporter un incrément au niveau que j'ai déclaré précédemment à travers l'assistant. Par exemple, ici, je pourrais très bien dire que, eh bien, j'ai pris, on va dire 1 mètre.
1 mètre à l'avant, 1 mètre à l'arrière. Donc, j'ai ce nouveau niveau phréatique qui va être existant pour toutes les phases postérieures à la phase d'introduction. Ici, par exemple, je l'ai créé dans la première. Alors, c'est peut-être pas très judicieux. Je vais mettre encore un 0. Donc, je redescends et par contre, je vais la créer ici. Donc ici, je vais faire 1 mètre, 1 mètre. Donc ici, j'ai eu un incrément de nappe phréatique qui ne sera pas présent dans la phase précédente parce que l'incrément du niveau phréatique, je l'ai déclaré dans la phase niveau mise en place de l'ancrage, ici que je vois dans la partie inférieure. Et si je change de phase, vous verrez que mes différentes phases continuent, mais mon niveau phréatique, lui, est tel que je l'ai déclaré précédemment. Alors là, j'ai fait une piscine, c'était pas voulu, mais c'est important de comprendre que la déclaration du niveau phréatique commence à partir de la phase où vous l'avez déclaré. Donc ici, je vais tout simplement l'enlever. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais quand même passer en revue tout ça. D'accord, ok. Et la mise en service, parfait. Bien, une fois que j'ai fait ça, je peux directement aller à tout dimensionner. Comme tout à l'heure, l'exécution de cette option implique le calcul de cette phase. Parfait. Alors, il y a quelques vérifications qui ne passent pas. Je vais voir ce que c'est. Ah, c'est l'enrobage, comme tout à l'heure, ici 7,5 au lieu de 7. Mais disons que au-delà de cet enrobage, ce document vous permet de voir très vite, à travers une vérification, les états de conforme et non conforme et choisir à travers les valeurs ici énoncées quelles actions vous voulez entreprendre. Donc moi, je vais tout de suite aller changer ça et je vais mettre 0,5 et on recommence. Voilà, tout passe. Je vais quand même le revérifier. Voilà, là où l'enrobage n'était pas conforme, il l'est. Je peux exporter ce document et le faire mien à travers un format Word, comme précédemment dit. Une fois que j'ai tout dimensionné, je peux essayer de comprendre avec plus de précision les résultats de chaque phase. Par exemple, ici, de la même façon que tout à l'heure, je peux voir à l'écran les différents diagrammes, aussi bien de déplacement, d'efforts normaux, l'effort tranchant, le moment fléchissant, le diagramme de poussée, hein, et ceci, je pourrais le voir pour chaque phase, et ainsi comprendre si mon mur, mon écran devait être modifié parce qu'il y a un problème plus lourd qu'un simple enrobage et vous voudriez avoir la main dessus. Bien, je peux également ici, de la même façon, calculer le cercle de glissement. Alors, pour ça, il faut aller à une phase où celui-ci aurait un sens. Voilà. De la même façon, le programme va prendre en compte une stabilité globale de l'ensemble terrain-mur et va essayer de calculer le plan de glissement le plus défavorable, qui est celui qu'il vous présente ici, dans le cas où il y aurait une rupture au cisaillement du terrain. Et donc là, vous voyez que ça passe, c'est parfait. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je pourrais très bien aller à armature. Et voilà ce que vous propose le programme comme cage qu'il faudra introduire dans chaque module. Alors, je pourrais ici, par exemple, cliquer sur cette vue et ici, éditer exactement de la même façon. Ce qui apparaît en plus éclairé, hein, en bleu ciel, peut être changé. Par exemple, ici, je pourrais très bien me dire, je ne veux pas d'un 16, je vais essayer de voir si ça passe avec un 12. Alors, quoi que vous fassiez, il va falloir de toute façon revérifier, c'est pas automatique. Et là, vous voyez, il y a quelques thèmes qui ne vont pas. Je vais tout de suite voir mon bulletin et vous voyez, les raidisseurs horizontaux ne passent pas. Et ici, je suis condamné à mettre un 16, un phi 16. Bon, je reviens dessus et on recommence.
J'accepte. Bon. Une fois que vous avez paramétrer l'ensemble de ces plans et que vous les avez laissés tels que vous le souhaitez vraiment. Vous pouvez revenir à entrée de données et de la même façon que tout à l'heure, vous pourriez obtenir un récapitulatif. Alors ici, on va me redemander de calculer le cercle de stabilité. Non, puisque je l'ai fait tout à l'heure. Et de façon très organisée, vous pourriez obtenir un petit rapport où seraient présentées les normes, les actions, le terrain que vous avez déclaré, et puis surtout les différentes phases. Les différentes phases d'exécution, avec la présence chaque fois des planchers qui viennent se bétonner au fur et à mesure, et toutes les justifications qui en suivent, avec un maîtrise qui est tout à la fin, qui est ici. Vous pourriez exporter ce document en Word, le faire vôtre avec vos icônes, votre signature, et pouvoir le présenter à un maître d'œuvre ou au maître d'ouvrage. Également, pour le plan, vous pourriez aller sur le plotter. Je vais choisir un plan, que vous pourriez ici choisir l'échelle et puis les différents textes, bien que tout ceci est aussi paramétrable sur, par exemple, les programmes de type AutoCAD. Je vais envoyer tout ça à un format DWG. Je pourrais choisir DXF. Parfait, j'accepte. Et là, j'ai la géométrie de mon écran, les différentes vues de ma cage d'armature et un tableau, sorte de maîtrise qui résume l'ensemble. Tout ceci, je peux l'envoyer sur, par exemple, AutoCAD, et là, le schéma serait vôtre, et il s'agirait de continuer. Bien, en ce qui me concerne, le traitement du programme Strobim Embedded Walls est fait. Donc, pour résumer, avec ces deux programmes, vous avez la possibilité de travailler des murs en console, d'obtenir un résumé organisé de votre calcul et des plans. De la même façon, vous pouvez obtenir les mêmes informations, c'est-à-dire les justifications pour un écran de soutènement, que ce soit pour une paroi moulée ou les différents type pieux, micro-pieux ou pale planche. Donc Merci, voilà, Monsieur Mourias. Eh bien, maintenant, nous allons répondre aux questions qui ont été posées pendant la présentation. On y va. Merci Agustine, hein. Vraiment, merci. sacrée conférence, un module de formation. Donc ouais, on a eu pas mal de questions. Je vais peut-être commencer par un commentaire de Jérôme Walter. C'est un commentaire, pas une question. C'est félicitations pour la qualité de la présentation, rythme, niveau de détail, contextualisation, pédagogie. Bravo au présentateur. Donc je me joins à Jérôme aussi pour te dire que c'était vraiment excellent. C'est très gentil. Et on commence peut-être par dans les murs de soutènement. On a une question de Col Oufk. Tu peux peut-être réouvrir ton projet de mur de soutènement, on verra ça. Parce qu'il demande si les charges dues au trafic sont-elles prédéfinies. Est-ce que tu peux nous montrer en fait les possibilités d'édition? Mon micro qui n'était pas bien positionné. Les possibilités d'édition, tu sais, de la surcharge au-dessus de ton mur, là, les 0,40 tonnes par mètre carré, effectivement, c'est pas figé, ça, tu peux le modifier. On peut faire des charges en bande et tout ça, je crois. Effectivement. Alors, je vais essayer de lancer nouvelle fois le programme. Alors, il existe, c'est pas grave. Alors, si vous choisissez ici sans charge, vous n'en aurez aucune. Par contre, les charges qui viennent ici, elles sont figées. C'est-à-dire, vous aurez une charge de type trafic léger ou trafic lourd, c'est-à-dire 400 kg ou 1 tonne au mètre carré, mais jusqu'à l'infini. Si vous souhaitez ne pas l'avoir, vous pourriez très bien ne pas la déclarer, hein, c'est-à-dire déclarer sans charge. Et une fois que vous êtes
dans cette partie du programme, vous pourriez aller à type de charge et prendre ici uniforme, et vous pourriez donner une charge aussi bien superficielle qu'à une cote ou une profondeur donnée. Hein, ça, c'est une question de goût, si vous voulez des valeurs positives ou simplement négatives. Mais vous pourriez très bien ici rentrer une charge euh, avec la valeur que vous souhaitez. De la même façon, si vous souhaitez rentrer une charge en bande parce que vous ne voulez pas que ce soit une charge type infini, eh bien, vous pourriez très bien ici choisir, ben voilà, elle est superficielle et je Ouais, vais avec la mettre une distance. valeur de, voilà, exactement. Donc, je vais ici, par exemple, mettre, allez, on va mettre quoi, 3 mètres, par exemple, et une séparation de 2. Donc, voilà. Donc, je vais effacer la charge qui est, non, c'était le 0,40. Voilà. Donc là, vous Et tu voyez, peux les doubler, voilà, très bien. Ok. j'ai perdu la charge qui venait de mon assistant. Bon, c'est ce que je voulais, mais là, j'ai rentré vraiment la charge que je souhaite en l'éditant et en introduisant une nouvelle. Oui, c'est possible. Super. Ensuite, on a une question de Ngoran Firmin Quadio. Est-ce qu'on a la possibilité de paramétrer les caractéristiques géotechniques des couches de sol? Parce qu'effectivement, quand tu le faisais, tu prenais les données géotechniques dans les assistants, les Oui, prédéfinis, mais tout est personnalisable. oui. Alors pour cela, il faut aller à terrain. Vous voyez que c'est très graphique, hein. Il y a le mur en console avec un petit stylo. Ça serait exactement la même chose au niveau des écrans de soutènement. Je clique dessus et par exemple ici, je peux rentrer le sable lâche et là, alors je pourrais dire par exemple le sable type Le nom et toutes les données géotechniques. géotechnicien et ici changer les paramètres que je change, enfin que je souhaite. Hein. Par exemple, si le géotechnicien me dit que c'est pas 1,80 mais 1,5, ici s'il me dit que c'est 0,9, zut, j'ai oublié mon 9. L'angle de frottement, s'il me dit que c'est du 35 degrés, bon, tout ça est paramétrable et accepté. Alors, visuellement, c'est pas très violent, hein, mais vous pourriez le rééditer et vous convaincre que les changements ont bien été effectués. Mais c'est tout à fait paramétrable, oui. Super. Une autre question, toujours de Ngoran Firmin Quadio. Est-ce qu'il est possible d'installer ou d'avoir des propositions de drainage pour éviter plus de pression sur le mur? Alors, je pense qu'il parle par exemple, par la mise en place, tu sais, de barbacanes de drainage, mais en fait, ça revient un peu à ce que tu as montré au tout début. C'est pas tant qu'on peut mettre le dispositif, mais on peut personnaliser le pourcentage Alors, de drainage, quoi. c'est exactement ça. On ne peut pas créer de barbacane en disant, ben ici, par exemple, je vais Ouais, créer on le voit pas une physiquement, quoi. petite ouverture. Oui, on ne le voit pas physiquement, comme on ne peut pas voir non plus le positionnement d'un tube avec un géodrain. Non, cela n'est pas possible, ni même en faire un. Donc, de là à le personnaliser, encore moins. Mais ce qui est possible, et ce qui est vraiment souhaitable, c'est de rentrer dans données générales et de rentrer un pourcentage. Alors, au-delà de le voir visuellement, ce que vous allez surtout gérer, c'est sa capacité de fonctionnement, puisque c'est ça qui va vraiment rentrer en jeu dans le calcul. Mais Ouais, le après. voir physiquement, non. Mais après, c'est bah, sur le plan de DAO, faut rajouter le Oui, détail constructif, quoi. Mais en calcul, exactement. tu vas pouvoir le prendre en compte, c'est avant tout un logiciel de calcul. Alors ensuite, on a une question de Umaima Baou, hein, désolé si je prononce mal. Quelles sont les normes qu'on peut adopter dans les programmes? Est-ce que c'est seulement les Eurocodes ou est-ce qu'il y a la norme BEL? Tu en as parlé après dans, Oui, dans l'écran de soutènement, donc je lui ai répondu, en fait, on a les Eurocodes bien sûr, les annexes nationales, on l'a vu, le BEL et puis d'autres normes, effectivement celles que tu oui. nous montres, dans les deux logiciels. Si, exactement. Dans les deux logiciels, c'est vrai que euh, j'aurais dû le présenter pédagogiquement, Non, j'aurais dû le présenter dans le premier, mais comme c'est la même façon de le faire, quand je m'en suis rendu compte, j'ai préféré le faire dans le deuxième.
Mais là, vous avez exactement toutes les normes qui s'adaptent au fur et à mesure que les normes changent. Alors, vous voyez que ici, vous avez le BAEL, je crois avoir vu tout à l'heure, Alors tu avec peux, sa si réforme tu de veux, 96. si tu veux, Agustine, ouais, tu peux sélectionner le BEL et comme ça on va leur montrer comment, parce qu'il y a beaucoup dans le Maghreb qui utilisent encore le BEL. On D'accord? va pouvoir montrer au niveau des matériaux, tu sais, le critère de fissuration préjudiciable et les matériaux béton. Voilà, on voit le B25, si on parle plus de C25, C30, mais de béton B25. Et puis le type de Exactement. fissuration qui est personnalisable en fonction des BEL, c'est préjudiciable, très préjudiciable, etc. Exactement. Là, vous avez les fenêtres qui s'ajustent à la norme sélectionnée et effectivement, là, vous n'avez que les éprouvettes cylindriques à 25 avec euh, les aciers du BAEL. Ça me rappelle quand j'étais étudiant et le type de fissuration qui sont préjudiciables ou très préjudiciables. Bon, Alors ensuite, là ça y est, on commence à se faire plaisir de questions. Là. Pouvons-nous avoir un mur avec une inclinaison, un fruit ou tu sais, des tronçons en escalier? oui, Ça c'est l'édition. Là, effectivement, tu as fait un tronçon simple, sans inclinaison, sans fruit, mais effectivement, c'est personnalisable. Ça. oui, effectivement. Ici, moi, par défaut, le programme va me présenter un seul tronçon. Ici, Hmm. je pourrais très bien éditer ce tronçon et le découper, bon, plutôt ici, et le découper en autant de parties que je souhaite. Alors ici, je vais par exemple en mettre une à 2 mètres ou peut-être à 1 mètre. Et puis, je vais mettre Voilà, 45, c'est ça. On voit les deux. 45. Voilà. Donc là, si j'édite, j'ai un tout petit tronçon et puis ici un autre. Alors, je pourrais éditer celui-là et continuer sa découpe et après ajuster tronçon après tronçon et l'ajuster en lui donnant un fruit ou même un coffrage différent d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire ici, contre le mur, pardon, contre le terrain, je pourrais très bien choisir un, un coffrage plan et puis ici Ouais, faire vertical, ouais. un coffrage en Incliné. escalier, par exemple, ou incliné, par exemple. Mais tiens, ici, Ouais, je là, vais faire un si tu incliné. mets 30 en tête de mur, 25, ouais. Ah, Voilà. super. Donc là, Ok. j'aurai un. Mais sinon, je pourrais très bien faire, puisque tu as évoqué la possibilité de faire un De mur en l'escalier, ouais. escalier et de faire plusieurs marches. Après, il suffit juste de couper le mur en tronçons Ah, et en et voilà. plus, je crois qu'il nous fait les tronçons de ferraillage avec les recouvrements pour Ah oui, ces passages en oui. escalier, quoi. Là, je Ok. suis en train de le calculer, mais après, évidemment, l'armature s'adapte à, à la géométrie que vous avez décidée. Oui. Ok. Mm. Une question de Maki Maki. Quelles sont les limites en termes de hauteur et de longueur de semelle du logiciel? Alors, j'imagine, tu sais, c'est au tout début du projet, quand tu définis ta hauteur de mur. Alors, je pense que je sais pas trop Oui. s'il y a vraiment de limites, mais c'est peut-être Non. c'est au tout début, je crois, tu sais, là, dans les données d'ouvrage. Alors, c'est très simple. Il suffit d'éditer la partie qui vous intéresse. Là, moi, je suis allé à Mur, édition, et je vais cliquer sur la semelle Pour la et semelle, vous laissez voilà. le curseur dessus. Ouais. Et là, vous Donc voyez 10 que mètres. vous avez un débord de 10 mètres. Et Il puis, nous fait vous une avez semelle de 10 mètres. une profondeur de 5 mètres. Bon, Ouais. très sincèrement, je ne les connais pas par cœur, ça, mais Ouais. il suffit de laisser le curseur dessus. C'est pas Bon, je vais vraiment un faire sujet, de toute façon. C'est pas vraiment un sujet dans le logiciel. On arrive à faire tout type de mur finalement, autant en dimension, ça c'est pas. Ok. Je crois qu'on va passer sur des questions sur les écrans de soutènement. d'accord. Euh, euh, alors, euh, pour Strubim, pouvons-nous créer un mur en béton projeté, en paroi coulée, paroi clouée, pardon. Donc ça, c'est vrai que c'est pas forcément un type Non, prédéfini par défaut. non. Euh, enfin pour moi, c'est un sujet qu'on traite en générique. Sur le premier type, tu peux le Oui, simuler. oui. Il y a pas, Et il y a pas, encore, parce que ouais, oui, c'est, pardon, vas-y, vas-y. il y a débat, ouais. Il y a débat. Disons que si ce que comprend la personne qui a
qui a émis la question là, qui a posé la question. Si ce qu'elle comprend, c'est un type de terre armée, le programme tel qu'il est défini actuellement ne permet pas de le faire. On pourrait s'en rapprocher à travers des tyrans, mais même comme ça, c'est pas tout à fait la même chose, puisque ici, on est parti sur un écran qui fait toute la hauteur. Ici, il ferait 8 mètres 20. Si ce que veut cette personne, c'est faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la terre armée, là, c'est souvent par bloc. On le voit très souvent sur les autoroutes et ce sont des parties rectangulaires de murs, et là, ça serait pas tout à fait possible. Ouais, je vois ce Vous que tu veux pourriez dire. faire Ça, une c'est étude. ça, c'est les soutènements par écaille en génie Voilà. civil. Là, Hmm. il parle de béton projeté. Ça se fait aussi en sous-bassement de projet d'habitation, de faire du béton projeté après en fait avoir décaissé les terres. Mais effectivement, le principe de fonctionnement du logiciel, ça reste Ok. quand même une paroi qui est fichée dans le sol avec une poussée et un renversement qui est contrebalancé par la fiche, quoi. Donc là, c'est pas des typologies qui Ok. présentent une Je fiche vois, dans le terrain, tu vois. je vois maintenant Et c'est similaire à ce que tu ce à quoi disais, fait ouais. référence la question. En fait, ce n'est pas possible dans le fait que si vous projetez le béton, j'entends que à un moment donné, vous n'aurez pas décaissé l'ensemble de la profondeur voulue de votre bâtiment. Or, par exemple, ici, dans ce que je projette, vous allez avoir une partie qui va être perforée avec les différents modules et des différentes machines, mais vous aurez, par exemple, vous serez descendu à moins 2,80 m. Vous allez projeter votre béton et puis après, vous allez recontinuer un petit peu en dessous. J'imagine que c'est comme ça. Euh, le programme ne permet pas de faire ça. Le programme permet simplement de faire ceci. Après, Enfin, quand je dis au moins le simplement, on programme, dirait que c'est pas grand-chose, mais vous êtes obligé de descendre jusqu'à une profondeur définitive, et après vous êtes obligé de rentrer toute la l'armature. Et après vous êtes ah oui, obligé de ah oui, en bétonner plus l'ensemble. au niveau du phasage des efforts, effectivement, Alors, ça va pas être cohérent parce qu'on est sur un calcul non linéaire, phase par phase, il y a un incrément de déplacement, etc. Donc c'est c'est ça, à la rigueur pour estimer des poussées d'éther, mais c'est pas forcément adapté à ce cas de figure. Allez, on enchaîne. exactement. Question de Zakia Fall. Pour le calcul des voiles de sous-sol ou murs de sous-bassement, est-ce qu'on peut faire les mêmes étapes qu'un calcul en mur de soutènement sur CP ou y a-t-il une autre application? Alors, c'est pareil, un mur de sous-bassement si tu veux, on a décaissé, on fait le mur de sous-sol d'un bâtiment. Donc là, on est plutôt proche, effectivement, d'un calcul type statique, mur de soutènement, Hmm. mais en fait avec souvent un appui en tête. Donc du coup, je dirais que on est plus quand même dans un cas de figure où on traite ça dans 6P4. Je sais pas si tu es d'accord. Oui, oui, Mur oui, Dès qu'on oui, est sur un mur de sous-bassement de bâtiment, c'est dans le logiciel 6P4 qu'on traite facilement ce genre de cas. oui. Ça serait dans le programme 6P4, surtout que le programme 6P4 permet de rentrer des murs en béton armé qui pour lesquels les déplacements en tête sont bloqués parce que de toute façon que vous le traciez ou pas, vous aurez la présence d'un diaphragme rigide Hmm. simulant le plancher et donc vous n'aurez pas de phase de service. Ouais. Donc là, ça pourrait peut-être répondre à la question, mais ça serait à travers CIPECAD. On a une question de Oumaima Baou. Est-ce qu'il y a un lien? Alors, je pense que ça fait très. J'ai plus en tête les menus que tu as manipulés. Est-ce qu'il y a un lien entre le coefficient de frottement béton-sol et le pourcentage de frottement? Ça, c'est ici, ça. Pourcentage de frottement terrain arrière, ouais, d'accord. Et Attends, ouais, ouais, il était où ton coefficient de frottement béton-sol? Ouais, mais là, ça, c'était dans le mur de soutènement, ouais. ouais, 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 d'accord. exactement, c'était ici, ouais. Voilà. Hmm. Alors, ça serait, est-ce qu'il y a une relation entre le frottement terrain-mur et le coefficient de frottement? La différence, Terrain c'est que béton. Ouais, d'accord. oui, alors, il y a une différence dans le sens où il est possible que vous n'ayez pas le même terrain au niveau du mur qu'au niveau de la semelle. Là, par exemple, j'ai fait en sorte que le terrain soit identique à partir de moins 3 mètres
mais vous pourriez ici avoir un terrain différent que celui que vous avez dans la hauteur du mur. Bon, là, ça pourrait être une première différence. Sinon, dans un aspect plus technique d'introduction des données, ici, on vous propose un pourcentage. Et ici, en Ah, fait, on vous propose une valeur numérique. Mais c'est tout. ouais, ouais, mais effectivement, le coefficient de frottement terrain-béton, ça, celui-ci va être là pour caractériser la face inférieure de semelle, je dirais. C'est pour le Oui, sujet de la ici. vérification au glissement, alors que l'autre, c'est plus Mm. sur les faces verticales pour dans le calcul des poussées, j'imagine. Exactement. Exactement. Ça, Là, ça peut être le même coefficient, mais effectivement, c'est demandé à des endroits différents dans le logiciel, quoi, mm, pour des calculs différents. oui, Ok. Bon, il y avait une question, c'était est-il possible d'avoir une note de calcul qui détaille les calculs réalisés, mais ça, je pense que tu l'as montré, autant dans un logiciel que dans l'autre. Maki Maki, est-il possible d'avoir une hauteur d'eau plus importante à l'arrière du mur qu'à l'avant? Chose oui, qui arrive pour les murs de soutènement d'ouvrages hydrauliques. oui. Ici, moi, je peux Ils très sont bien. dans, Alors, je ils suis sont dans dans, la phase dans 1 l'écran, ouais. Oh, c'est et dans l'écran plutôt. dans Donc l'écran. la question, c'était, ouais, c'était dans l'écran. D'accord, bah, j'y vais tout de suite. Oui, ici, par exemple, je vais me situer, alors, peut-être ici. Alors, je vais aller à un niveau phréatique et là, je peux très bien décider de procéder à un incrément dans la partie arrière. Par exemple, je vais mettre 4 mètres, mais pas dans la partie avant. Après, Après, ça dépend du concepteur et ça dépend de chaque cas. Là, je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais il est possible de choisir, et même Ou dans ici, l'autre, hein, j'ai mis 0 ou à l'inverse, ouais. ou à l'inverse, et pas forcément la même, Mm. par exemple. Là, j'ai monté de 4 mètres, je crois, et là de 2. C'est ça? Ouais. Ouais. Hmm. On on a Jean-Pierre Cuyaté. Bonjour pour l'ensemble. Donc j'aimerais savoir comment avoir les enveloppes de sollicitation. Donc ça va être dans la rubrique calcul là, qu'on va pouvoir consulter les enveloppes. Oui, les enveloppes, Dans... alors vous pourriez les avoir Ouais, ici, ouais. ici. Alors vous avez par phase, alors vous pourriez en supprimer autant que vous voulez. Mais si vous voulez les enveloppes, à ce moment-là, vous auriez ici, Ouais, toutes nos enveloppes d'effort normal, effort tranchant, moment fléchissant, les onglets là qui sont en bas, quoi. exactement, Ok. vous auriez tous les onglets ici. Et par contre, si ce que vous cherchez, c'est une enveloppe de type CPCAD où il y a, c'est-à-dire ce que l'on voit très souvent avec les poutres, les poteaux-poutres, où vous avez une enveloppe supérieure pour les moments négatifs et une enveloppe supérieure pour les moments positifs, non, non, parce que ici, en fait, vous avez une telle différence de, de comportement que vous n'avez pas une enveloppe. Ici est détaillé l'ensemble des courbes et après, c'est à vous d'estimer l'enveloppe. Et Bah, ici, si c'est tu te visuel. mets sur l'onglet, non mais je pense que c'était ça qu'il voulait voir, c'était dans le diagramme de moment fléchissant par exemple. Mhm. Voilà, celui-là est intéressant. En fait, on voit qu'en fait, on a un mur qui, au pire, au plus défavorable, voilà, il est à 8,5 tonnes par mètre Voilà. dans une des phases données. Et en fait, faut que le ferraillage, en flexion, en tout cas, il traite de ces enveloppes autant d'un côté que de l'autre, quoi. Mhm. Ok, super. Euh, et alors attends, parce que là, du coup, j'ai pris un peu de retard sur les questions qui sont arrivées. Variation d'épaisseur voile côté amont ou côté aval. Alors ça, c'était par rapport aux fruits, l'épaisseur dans le mur de soutènement, l'inclinaison. Donc effectivement, ça, on l'a fait côté d'un côté, mais ça peut être fait de l'autre côté. Je pense que ficher les efforts de dimensionnant, ça c'était nos enveloppes. Alors, tu sais, ça c'est le fait de, effectivement, là par défaut, là toi, tu as la face verticale, elle est à droite, et si tu réduis l'épaisseur, tu as l'inclinaison qui se fait à gauche, d'accord? Ah, mais Et ça, c'est c'est une quelque chose question qui se d'Arras. paramètre au départ. Voilà, c'est ça, c'est la race du Ça, c'est une mur question d'Arras. Si suivant vous le comment tu veux souhaitez, vous apprendre la rase. pourrez. Voilà, exactement. Ok.
Alors, on me repose la question, Ahmed Zeraoui, peut-on ajouter une inclinaison pour le mur? Donc ça, je pense que non, ça c'est avoir un mur, c'est pas avoir un fruit, mais c'est vraiment avoir le mur, l'axe général du mur qui s'incline. Non, il est par défaut, il est dans le mur de Le soutènement, mur, il est basiquement, vertical. oui, le mur, basiquement, ça va être soit un L, soit un T. Un L, si vous supprimez soit le talon, soit le patin, ou un T comme ce que j'ai ici, si vous acceptez d'avoir les deux. Mais un fruit, c'est-à-dire ici une inclinaison du mur, soit en avant, soit en arrière, non. Non, ça, c'est pas possible. Ok. On a Tariq Doublani qui nous fait une remarque concernant le ferraillage de la semelle du mur de soutènement. Il remarque qu'une bonne partie n'est pas ferraillée dans le Ça ferraillage dépend du de... moment, ça. Après, ah Ça oui, dépend oui, je vraiment. vois ce que tu veux dire. Et est-ce que le tableau des vérifications inclut la vérification de non-fragilité des bétons? Alors, ici, il faudrait que je recalcule, puisqu'on a retouché la nappe phréatique. Oui, ici, effectivement, il n'y a pas une partie des aciers. Là, si vous voudriez faire une cage, après, ça dépend du concepteur. Mais au niveau calcul, ces aciers ne seraient pas nécessaires, puisque le programme a considéré que le moment ici n'avait pas, euh, ne présentait pas un problème Un besoin nécessitant un d'acier acier. comprimé, par exemple, ou quoi? Ouais, ok. Non. Par Il est contre, possible que si je tu peux le rajouter manuellement, forcément. oui, oui. Mm. Et il est possible aussi que si je force la machine ici et je change de terrain où je mets des charges ici vraiment importantes ou une hauteur de mur plus conséquente, que le programme directement me propose une cage d'armature au niveau de la semelle. Ça c'est possible. Mm. Mais s'il ne la fait pas, c'est pas un oubli, pas du tout. Non, non. C'est que par le calcul, il n'y en a pas besoin. Pouvons-nous avoir, donc Anas Shawiki, pouvons-nous avoir une forme inclinée du terrain naturel? Oui. Eh bien, c'est ce que on a vu à un moment donné. Effectivement, tu nous avais incliné un Alors, peu le terrain naturel. oui. Sauf que je l'avais fait avec une distance au pied de talus, mais je pourrais ne pas Oui, la déclarer, laisser 0 et avoir ceci. Oui, c'est possible. c'est incliné là. Oui. Là, par On le contre, voit il y a une bien. limite à 45. Ouais, je pense, ouais. À un moment donné, sinon ça s'éboule. Est-ce que le programme donne des détails? Donc là, je pense qu'on parle d'écran de soutènement. Est-ce que le programme donne des détails pour les tirants? Alors, Alors, pour moi, les tyrans, on renseigne l'information du tyran, mais c'est pas le logiciel ensuite qui te fait le dimensionnement du tyran. Ça. Je sais pas si c'est ça la question derrière, mais exactement. C'est à vous, en fait, d'apporter les valeurs qu'il y a ici, c'est-à-dire la rigidité du tirant, l'angle avec lequel vous allez l'incliner par rapport à l'horizontale et l'écartement, c'est-à-dire la distance de chacun Mm. des tirants. Mais il n'y a pas de renseignement sur les tirants. Un peu comme dans le programme des murs en console où on pouvait passer sur pieux, mais les pieux ne vont pas être calculés. Ce sont des données que vous devez présenter au programme. Ouais. Mm, mm. Donc Bertrand, bonjour Bertrand. Est-ce que ces tronçons peuvent être lisses côté extérieur? Bon bah ça ça revient à la question sur la rase. Le calcul sismique avec un terrain plein incliné. Bon bah alors ça c'est Jean Sanon. Euh, alors je sais pas s'il fait référence à mur de soutènement ou écran de soutènement, mais dans les deux cas, bah, comme on l'a vu, comme vient de nous le montrer Agustine, on peut incliner le terrain naturel et dans les deux cas, on peut mettre en place une action sismique. Donc, Exactement. bah, Là, j'ai incliné le terrain et je suis en train de chercher. Voilà. Et je pourrais très bien ici déclarer l'action sismique et le programme en tiendra compte. Oui. Mm. ok. Et j'ai une question. Est-ce qu'on arrive à la fin? Non, pas encore. Oula, il va falloir qu'on clôture à un moment donné. Peut-on prendre un choc horizontal de véhicule sur la tête de mur? Non. Vous Non. pouvez, avec, Une si charge ce que vous statique, quoi. voulez simuler, c'est rentrer le poids du véhicule et sa vitesse et que le programme génère tout de suite cette force, non. Par contre, vous pourriez très bien
Alors, je vais peut-être le faire avec, pourquoi pas celui-ci, parce que les modules sont les mêmes. Vous pourriez très bien ici rajouter à l'arrière une charge. Alors non, ça serait autre chose. Ça serait ici. Vous pourriez très bien déclarer ici un incrément de charge à la cote que vous considérez. Alors ici, il faudrait que je descende à 4,20 m. Allez, on va mettre 3,50 m. Et ici, rentrer les valeurs que vous considérez dues à l'impact. Et là, vous avez votre charge. C'est un effort statique, quoi, que tu dois renseigner. Exactement. Exactement, oui. Ok. Et puis, il y en a plein qui nous demandent, est-ce qu'on peut avoir la vidéo du replay de ce webinaire? Véronica, ça, je vais te laisser la parole là-dessus et puis on va peut-être Oui. pouvoir clôturer. Je crois qu'on a fait presque le tour de toutes les questions. Mais de toute façon, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les renvoyer. J'ai mis au début de la présentation mon mail sur le chat. Je viens de le mettre encore une fois à la fin de la présentation, veronica.aloa@cipe.com. Ceux qui veulent l'enregistrement, n'hésitez pas. Je vous l'enverrai à partir de lundi matin, ok? Et puis, je vous rappelle, pour ceux qui sont arrivés un peu en retard, si vous êtes intéressé de faire l'achat de l'un de ces deux logiciels ou des deux, nous allons faire un 30% de remise pour tous les participants qui ont assisté à cette présentation. Et puis voilà, excellente présentation, Monsieur Moriaz. Merci Yves. Merci. On vous souhaite à tous une très bonne journée et surtout merci de votre assistance. Ouais, merci Agustin, merci Véronica, merci à tous, au revoir. Au revoir. Merci Véronica, merci Yves, et merci à tous.